Merci de prendre le rendez-vous de cette session d'information. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres de ce 20h. À l'actualité, la loi du 18 mars 2013 portant code de procédure pénale en voie de changement. La contractualisation pour la mise en place de la base de données sur l'enseignement supérieur est aussi actée. Le point du traditionnel Conseil des ministres, c'est en début d'édition. Des terrains exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ce sont les zones humides. Le dossier environnement de ce mercredi attire l'attention sur des éventuelles menaces de ces zones de transition entre la terre et l'eau. Enfin, en interactualité, on s'intéresse aux affrontements en République démocratique du Congo, à la célébration de la première année de création de l'AES et la célébration du Nouvel An lunaire en Asie. Bienvenue à toutes et à tous. Démarrons tout de suite avec le traditionnel Conseil des ministres tenu ce mercredi au Palais de la Marina. Au nombre des décisions prises par les membres du gouvernement, la transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi modifiant et complétant la loi du 18 mars 2013 portant code de procédure pénale. Le détail dans le compte rendu du porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rungbeji. Ce mercredi 29 janvier 2025. Le Conseil des ministres s'est réuni sous la présidence du chef de l'État, M. Patrice Talon. Les décisions que voici ont sanctionné la séance. Au chapitre des mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 2012-15 du 18 mars 2013, modifié et complété portant code de procédure pénale, puis approbation des statuts de l'Office national d'imprimerie et de presse, ONIP. S'agissant des communications, en point 1, contractualisation pour la mise en place de la base de données sur l'enseignement supérieur. La délégation au contrôle et à l'éthique dans l'enseignement supérieur a, entre autres attributions, l'évaluation des enseignants et chercheurs du sous-secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. À cet effet, elle a besoin d'informations et de données fiables lui permettant d'accomplir efficacement sa mission. Pour ce faire, elle a élaboré des formulaires digitalisés en vue de collecter par elle-même certaines informations à traiter et à visualiser dans un environnement approprié. Par ailleurs, d'autres renseignements et statistiques à caractère général nécessaires à son action sont censés être disponibles dans les bases préexistantes. Or, celles-ci sont actuellement éparses et peu consistantes pour être judicieusement exploitées aux fins de besoins spécifiques. D'où l'intérêt à disposer d'un outil permettant une automatisation de ces processus internes, une interopérabilité entre différentes structures et un accès en temps réel à des statistiques crédibles. C'est pourquoi le Conseil s'est prononcé en faveur de la contractualisation avec un cabinet spécialisé pour la mise en place d'un système d'information et d'une base de données spécifique sur l'enseignement supérieur. En point 2, réalisation des études d'impact environnemental et social de certains projets du programme d'action du gouvernement. Sont concernés par les présentes études, d'une part, les projets de construction du stade départemental de type Omnisport à Parakou, puis de reconstruction du stade René-Pleven de Cotonou. Est pris en compte, d'autre part, le projet de construction du Musée des Arts contemporains de Cotonou, avec une composante intégrant l'impact environnemental et social, ainsi que le plan d'action de réinstallation. À terme, leur réalisation permettra de renforcer la disponibilité en infrastructures sportives et culturelles modernes afin d'encourager la pratique du sport, en particulier chez les jeunes, et de contribuer au rayonnement culturel de notre pays. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé la participation du Bénin à l'exposition universelle Osaka 2025 au Japon, du 13 avril au 13 octobre 2025. S'agissant des mesures individuelles, enfin, les nominations ci-après ont été prononcées. À la présidence de la République, secrétaire exécutif de l'Autorité de régulation des marchés publics,
M. Ludovic Guédié, secrétaire exécutif du Conseil national de l'éducation, M. Chabi Clément Worou, au ministère du Cadre de vie et des Transports en charge du développement durable. Directeur général du Centre national de sécurité routière, M. Ariel Sacramento, je vous remercie. On l'évoquait hier, la rencontre du porte-parole du gouvernement avec les jeunes de la commune de Dogbo. Entre autres préoccupations soulevées par les participants, la prise en charge des soldats béninois blessés ou décédés en mission sur le champ de bataille. Voici la réponse de Wilfried Léandre Rungbeji. Ces propos sont recueillis par nos correspondants dans le Monokufo. On a 152 ayant droit. Sachant le péril qu'il y a avec ce mal-là, on a fait voter une loi pour dire, si vous êtes un soldat ou même un civil mobilisé pour aller en mission spéciale, si vous êtes blessé au point de ne plus pouvoir être opérationnel, il y a les accompagnements que l'État vous fait. Si malheureusement vous tombez au front, et sans vouloir être méchant, demandez-leur, vous diront, pour un soldat, il n'y a pas plus grand honneur. Je ne me réjouis pas. On fait en sorte de donner quelque chose à votre famille, je ne vais pas dire le montant, mais c'est en termes de millions et de millions et de millions. On prend en charge vos enfants jusqu'à l'âge de 21 ans, éducation, santé. Allez dans la sous-région et revenez me dire si vous avez trouvé ça quelque part. Laissons le gouvernement faire ce que la loi lui demande de faire. Et si le gouvernement ne fait pas, en ce moment, interpellez-nous. Dites-nous, mais il y a telle famille où il y a des ayants droit et ils n'ont pas encore eu ce à quoi ils ont droit. C'est pas ce que vous avez promis. Là, je serai d'accord avec vous. 110 milliards de dollars pour développer une électricité fiable et abordable sur le continent africain. C'est la promesse des dirigeants réunis au sommet sur l'énergie du 27 au 28 janvier à Dar es Salaam, la capitale tanzanienne. Un carton plein pour accélérer l'accès à l'électricité de 300 millions de personnes sur le continent. Le Bénin n'a pas manqué de réaffirmer son engagement pour en finir avec le déficit énergétique. C'est ce que nous expliquent Gérard Kungbo et Mohamed Bia. Lors de la cérémonie d'ouverture, les grandes institutions financières ont rappelé l'urgence d'accélérer l'électrification du continent. Le président du groupe de la Banque mondiale, Ajay Banga, a insisté sur le fait que garantir l'accès à l'électricité à 300 millions d'Africains d'ici 2030 est une nécessité pour stimuler la croissance et l'innovation en Afrique. De son côté, Akinwumi Adesina a assuré que la Banque africaine de développement continuera d'apporter son soutien technique et financier aux États engagés dans des politiques énergétiques ambitieuses. Pour sa part, le président de l'Union africaine, Mohamed Ould Cheikh, a indiqué qu'il faut pour l'Afrique une approche concertée pour exploiter les ressources et bâtir un avenir énergétique résilient. La présidente de la Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, hôte du sommet, a souligné que l'Afrique ne peut plus se contenter de solutions temporaires. 300 millions aujourd'hui d'Africains manquent d'énergie. Cela représente 3% de ce déficit énergétique mondial. Le taux d'électrification en Asie du Sud-Est est atteint 96,5% en 2019, alors qu'en Afrique aujourd'hui, ce taux est moins de 50%. Par ailleurs, pour avoir un accès universel, il faut se battre d'ici 2030. Lorsque l'on voit le taux d'électrification en Afrique sans intervention collective, d'ici 2030, il y aura 540 millions de personnes qui n'auront pas encore accès à l'électricité. Représentant le président Patrice Talon, la vice-présidente Mariam Chabi Talata Zimeyerima a mis en lumière les réformes entreprises par le Bénin depuis 2016 pour garantir l'accès à l'électricité aux populations. Il y a que nous disposons déjà d'une politique nationale de développement des énergies renouvelables. Nous avons un code de l'électricité, nous avons une stratégie nationale d'électrification, nous avons un cadre réglementaire hors réseau pour faciliter l'accès à l'électricité aux zones rurales. Nous avons une stratégie de raccordement à moindre coût qui permet donc aux populations d'avoir accès à l'énergie. En dehors des projets nationaux, nous sommes en partenariat avec les pays de la sous-région pour le développement de projets d'interconnexion régionale. Nous avons facilité le cadre du marché de l'énergie
en revoyant notre code des investissements, la loi sur les zones économiques, la loi portant développement des petites et moyennes entreprises, nous sommes une destination vraiment sûre. Grâce à des investissements stratégiques, le Bénin a considérablement augmenté sa production énergétique et amélioré son autonomie. Mariam Chabi Talata Zime Yerima a également exprimé son espoir de voir de nombreux investisseurs affluer vers le Bénin, qui est aujourd'hui une destination prisée. Parmi ceux qui sont ici, il y a des investisseurs. Nous les invitons à venir s'installer chez nous. Le climat leur est favorable. Les réformes sont vraiment en cours. Et nous sommes, en ce qui concerne les investissements, un pays aujourd'hui sûr. Tenez par exemple au Bénin, en 1 ou 2 journées, vous pouvez créer votre entreprise au Bénin. Donc, s'il y a une destination vers laquelle les gens doivent se ruer, c'est la destination Bénin. À la clôture du sommet africain sur l'énergie à Dar es Salaam, les chefs d'État présents ont pris plusieurs engagements majeurs pour accélérer l'électrification du continent. Ils ont convenu de renforcer les investissements dans les infrastructures énergétiques, de faciliter les partenariats publics-privés et d'adopter des politiques favorisant la production de l'énergie propre. La délégation béninoise est raccompagnée à l'aéroport avec honneur, satisfaite de son séjour à Dar es Salaam. Plus qu'une étape à franchir et l'autoroute du corridor Abidjan-Lagos sera bientôt une réalité. Après une étude de sa 4e composante, l'heure est à la validation des résultats et c'est au travers d'un atelier qui s'est tenu à Cotonou. Le détail avec Alain Sochoumen et Alexis Kenom. Un projet colossal prend corps en Afrique de l'Ouest, l'autoroute Abidjan-Lagos. Elle passe par Accra, Lomé et Cotonou. Un atelier de validation du rapport final provisoire de l'étude sur la facilitation du commerce et du transport a lieu à Cotonou. Comme vous le savez, les chefs d'État des 5 pays du corridor ont validé la construction d'une autoroute Abidjan-Lagos. Et ils sont réunis ici aujourd'hui pour l'étude sur la facilitation du commerce et du transport. La commission a recruté des consultants pour faire des études sur le terrain et sur la facilitation du commerce et du transport pour que la construction de l'autoroute puisse prendre en compte toutes ces données. Un corridor économique pris en compte toutes les parties prenantes, en particulier le secteur privé, les petites et moyennes entreprises, entrepreneurs informels. C'est très important pour un corridor clé dans la région de la CEDEAO. Vous savez que la douane est une administration qui est présente aux frontières, donc est au cœur des échanges. Qui parle de facilitation des échanges, parle des échanges de marchandises. Et donc la douane, en tant qu'administration présente aux frontières, a un grand rôle à jouer. Et c'est pour ça que la douane participe à ce projet pour essayer de simplifier les formalités, simplifier les procédures, pour faciliter les échanges dans le cadre de ce projet. L'autoroute Abidjan-Lagos sera assurément un nouvel instrument d'intégration des peuples ouest-africains. Radio digitale en Afrique, c'est le thème d'une session de formation à l'endroit des professionnels des médias, une conférence organisée par l'Union radiophonique et télévisuelle internationale, le CIRTEF et Wallonie-Bruxelles International. Il s'agit de mettre à disposition des participants les outils nécessaires pour faire face aux mutations technologiques et aux nouvelles habitudes d'écoute des auditeurs. Au siège du CIRTEF où se déroule la formation à Cotonou, on retrouve Alexis Segbemon et Amandine Agnamboso. On note également un intérêt croissant pour l'Internet, n'est-ce pas, qui est devenu un moyen quand même assez répandu. Le numérique transforme aujourd'hui les modes de communication et de consommation des contenus médiatiques. Il offre de nouvelles possibilités aux radios. Aujourd'hui, tout est en train de se digitaliser. La bande FM, c'est exactement comme pour la télévision. On va passer au numérique. On traîne toujours un pas en Afrique, mais d'ici 10 ans, 20 ans, il n'y aura plus de bande FM. Et donc, il est important de s'adapter aux transformations technologiques
pour survivre plutôt que d'essayer de faire de la résistance parce que de toutes les façons, on va devoir y passer. Pour l'instant, l'Afrique n'est pas encore au tout numérique. C'est que quand on aura ce tout numérique-là, eh bien, toutes les radios vont être concentrées sur une seule fréquence. Les journalistes, les techniciens, les producteurs auront effectivement besoin d'être formés dans la façon de faire de la radio numérique. Cette formation sur la radio digitale permet de réfléchir sur ce média en Afrique. Les participants vont approfondir leurs connaissances sur l'avenir de la radio sur le continent. Les radios foisonnent et un peu partout où vous vous situez aujourd'hui, vous avez le téléphone, vous pouvez écouter de la radio. Voilà, c'est de ça il s'agira durant tous ces 3 jours de section. Ils vont parler des moyens techniques, ils vont parler de la production et aussi de la stratégie pour développer la radio numérique. Et pour ça, nous avons des experts qui sont venus d'un peu partout. Il est très important que les professionnels africains prennent en compte les mutations du paysage audiovisuel mondial et notamment l'apport, l'impact du numérique pour voir les transformations nécessaires pour continuer de parler à un public africain, un public qui est très jeune, qui est très porté sur le digital et de faire en sorte que la radio ne soit pas décrochée par rapport à la réalité de ce public. Au terme de la formation, les professionnels issus du secteur public et du privé vont disposer des outils pour amorcer le basculement de leur radio dans le digital. Cette sortie va-t-elle sonner le glas des rumeurs qui foisonnent autour du lieu le plus visité au Bénin? Didier Tonato a effectué une descente ce mercredi matin au pied du monument de l'Amazone. Objectif de l'autorité ministérielle, apporter des clarifications sur les conditions d'accès à ce site très fréquenté par le grand public. Suivant les propos du ministre du Cadre de vie et des Transports en charge du développement durable, il est au micro de Génial Afouda Monsi-Agboka et Wenceslas Arouanimon. La place emblématique qu'il y a aujourd'hui, que tous les Béninois visitent, les Cotonois et même les étrangers, c'est l'esplanade de l'Amazone, devant laquelle je me trouve, qui est une place d'abord principalement destinée au public. Vous avez dû remarquer que ça participe des aménagements qui sont attachés au boulevard de la Marina, qui est aujourd'hui le boulevard principal qui traduit l'image que nous voulons de la ville de Cotonou, mais c'est d'abord une place publique ouverte à tout le monde pour des activités publiques et des fréquentations privées, si vous voulez. Vous avez dû voir que le monument n'est pas protégé. Le chef d'État souhaite que tout le monde y ait accès. La place aussi, on peut y venir à tout moment. Elle est éclairée la nuit, mais elle est également surveillée, sécurisée pour que les activités se passent dans les meilleures conditions. Il n'y a pas de conditions particulières pour y mener un certain nombre d'activités. Il suffit seulement de faire une procédure sur la page service public pour les personnes, ce qu'on peut appeler les personnes morales, qui ont des activités formelles à faire, genre activités sportives, activités de loisirs, rassemblements. Il faut une autorisation, mais il ne faut pas payer des droits pour utiliser la place. De même, les populations en général peuvent venir ici, mener des activités familiales, des activités de groupe, des activités de fraternité, des activités amicales entre des groupes qui peuvent se retrouver ici pour se détendre, se reposer, se promener et se donner à des activités de loisirs. C'est d'ailleurs pour ça que des toilettes ont été construites. Vous avez dû voir, ces toilettes sont accessibles, tant ici sur l'esplanade de l'Amazone que sur le champ de foire de l'autre côté. Il y a également des toilettes sur le jardin de Mathieu. Ce jardin de Mathieu sera ouvert bientôt au public. Ces places-là sont destinées à être utilisées, valorisées par le public de Cotonou. Ce que nous souhaitons, c'est que les populations qui viennent ici, ceux qui fréquentent ces places, aient vraiment des gestes et des comportements éco-citoyens. Et je voudrais vraiment insister pour dire que les pique-niques sont autorisés, les rassemblements sont autorisés, les activités de toute nature sont autorisées. Nous voulons que la place soit utilisée, valorisée. L'État l'a fait pour d'abord le peuple. Vous avez dû voir que le 1er août, c'est une fois dans l'année qu'on vient faire une manifestation dûment officielle. Mais après ça, il y a des activités de loisirs qui s'y déroulent
Mais fondamentalement, ce sur quoi je voudrais insister, c'est que cette place n'est pas interdite à la fréquentation populaire. Elle est ouverte et toutes les commodités y sont. Gestion des déchets, gestion de toilettes, sécurité, éclairage, pour que tout se déroule dans de meilleures conditions. Dans un tout autre registre à présent, l'autorité de régulation de la santé, ARS, fait de la qualité des soins administrés dans nos centres de santé un défi majeur. Pour preuve, les responsables et l'OMS étaient face à la presse ce mardi. Objectif, échanger autour de la sécurité des patients. C'était à Cotonou en présence de nos reporters Alexis Segbemon et Gilles Danso. L'ARS, l'Agence de régulation du secteur de la santé des populations, une préoccupation majeure. En témoigne la thématique de cette conférence de presse qui s'intitule « Sécurité des patients », une thématique qui fera l'objet d'une session de formation des professionnels de la santé. Ceci en accompagnement de tout l'arsenal juridique disponible. Il me plaît d'insister sur la loi 2020 portant protection de la santé des personnes, à laquelle on va rajouter la loi qui a été votée le 16 janvier 2025 par les députés et qui porte sur l'organisation de l'exercice en clientèle privée. Ces deux lois à elles seules sont vraiment importantes pour encadrer la pratique médicale dans le pays, qu'on soit dans le public ou dans le privé. Le troisième pilier, après la priorité qu'est la sécurité des patients et les discussions politiques, ce sont les dispositions pratiques. Et là, au lieu d'aller regarder tout l'arsenal judiciaire et administratif qui entoure l'exercice, on va aller rentrer dans l'établissement lui-même pour regarder comment il est construit. Les questions de l'accueil des patients et des erreurs médicales intéressent les professionnels des médias présents à cette conférence. L'OMS, Organisation mondiale de la santé, accompagne cette démarche de l'ARS qui vise à améliorer la qualité des soins de santé. Quand on voit qu'on a 96% des femmes enceintes qui accouchent dans les structures de santé, nous sommes en droit de nous dire qu'il ne devait pas avoir de décès maternel. Et pourtant, il en existe. D'où l'importance de ce dispositif que vous êtes en train de déployer un peu partout dans le pays. C'est pour ça que nous n'avons pas hésité vraiment à apporter notre appui en tant que OMS pour soutenir l'autorité de régulation de la santé qui est en train de déployer un tel outil. L'ARS veille à la recherche du droit de santé pour tous par l'amélioration continue de l'offre de qualité de soins. Allez, c'est l'heure à présent du dossier du jour. On parle environnement ce mercredi avec un accent particulier sur les zones humides. Des zones caractérisées par la présence d'eau, qu'elles soient en surface ou dans le sol, de façon permanente ou temporaire. Ce sont des zones de transition entre terre et eau. Vous allez le voir, ces zones humides rendent de multiples services, mais malheureusement, elles restent menacées par les activités humaines. Le récit est signé Amandine Agnamboso. Elle couvre environ 6% de la surface de la Terre. 40% des espèces végétales et animales y vivent ou s'y reproduisent. Les zones humides, encore appelées les reins de la Terre, à cause de leur fonction épuratrice de la nature, sont souvent méconnues. Et ce, malgré leur rôle essentiel dans la lutte contre le réchauffement climatique et ses effets de plus en plus dévastateurs. Ça consomme le CO2, diminue donc le CO2 et partant joue un système en termes de lutte contre le réchauffement climatique. Au même moment où ça produit l'oxygène, les gens qui sont là se trouvent à l'aise, en plein air, respirent mieux et se sentent bien ici. Les zones humides jouent un rôle de régulation, d'éponge. Parce que quand il y a inondation, quand il y a forte pluie, c'est ces zones humides qui stockent d'abord temporairement ces eaux qui débordent, qui les gardent pendant un temps, avant de les laisser partir. Vous avez la végétation qui se développe à partir de cette eau qui est disponible. Donc vous avez une diversité d'écosystèmes et d'organismes vivants, animaux qui vivent dans ces milieux-là. L'homme va trouver également dans les zones humides les protéines animales, ça peut être le poisson, les crustacés et ainsi de suite. Vous avez également, disons, une fonction importante des zones humides qui est la prévention des catastrophes.
Les zones humides vont également servir de filtre. Gérer les zones humides est un enjeu mondial. Dans la plupart des régions, elles subissent un déclin continu dans les superficies et leur qualité. Tant que nous faisons des ponts, nous faisons des barrages hydroélectriques, nous faisons des activités qui touchent des plans d'eau, c'est que nous perturbons, que l'on veuille ou non, de façon temporaire ou de façon irréversible, nous touchons les fonctions, toutes les fonctions que je viens d'énumérer. Les zones humides sont menacées par les pollutions de diverses sources. Les zones humides également sont menacées par les infrastructures humaines. Donc il y a de plus en plus de personnes ou d'établissements de loisirs qui s'installent dans les zones humides. Et une autre forme de menace, c'est le comblement des zones humides. C'est d'ailleurs ça qui a amené la mise en place de la Convention sur les zones humides, la Convention Ramsar, parce que la zone humide, c'est le milieu par excellence de la vie. La Convention de Ramsar engage ses membres à diverses actions envers la protection des milieux humides. Aujourd'hui, les zones humides menacées font l'objet d'une attention particulière et chaque effort compte. Si les zones humides sont bien gérées, bien aménagées et que la vie ou les différents services écosystèmes qui y sont bien maintenus et entretenus, ce n'est que l'homme, l'être humain qui va en profiter, d'autant plus qu'il pourra bénéficier de la diversité de ces services-là qu'il peut tirer de ces zones humides. Le cercle vicieux de perte des zones humides, de menaces sur les revenus et de creusement de la pauvreté est la conséquence d'une perception erronée des zones humides comme friches plutôt que comme source fertile d'emplois, de revenus et de services écosystémiques essentiels. Un défi majeur consiste à changer les mentalités afin d'encourager les États et les communautés à valoriser et à mettre en avant les zones humides. Plus de 2 semaines déjà que les Vodou Days ont pris fin, mais à Tiakpekodi, on est toujours dans la ferveur. Tenez, un rendez-vous annuel réunit les fidèles du Vodou Tron, organisé depuis plusieurs années. La fête Tronhui, sous l'égide du Rounan Ganrosu Defodi Tchédi 2, a mobilisé du monde. Parmi les participants, notre reporter Blaise Adangbo. S'il y a bien une chose qui n'a pas changé à Tiakpekodi, c'est la célébration du Tronhui. Depuis 1939, Vodou Tron est invoqué à travers des prières et des offrandes pour que règne la paix. La veille du culte, nous donnons un sacrifice au Vodou Tron, un mouton et un bœuf. À travers ce sacrifice, nous demandons qu'il apporte la paix dans le monde. Disciples et dignitaires autour de leur guide spirituel Runongan Hosu Defodi Tchédi 2 ont pendant 5 jours de pèlerinage renforcé leur foi en Vodou Tron. Le message véhiculé est une invitation à l'unité. Vodou Tron dit aussi par exemple que qui sème le vent récolte la tempête. Je demande à tout un chacun d'être un artisan de la paix. Soyons humbles, ayons des comportements décents. Tronhui est bien plus qu'un rendez-vous spirituel. C'est un moment de reconnaissance d'un pan de la culture béninoise. Vous marchez fièrement, vous portez vos attributs de vaudou assez fièrement, vous les exposez et cela fait votre fierté. C'est ce que je suis venu vous dire ici. N'arrêtez jamais ce que vous avez commencé. Améliorez ce que vous avez commencé à faire. Et tous ceux qui sont du Vodou Tron et qui aspirent à faire du Vodou Tron un esprit universel, une religion universellement partagée, je souhaite que vous puissiez vous mettre davantage ensemble. Tronhui 2025 a connu une forte mobilisation. L'une des innovations cette année est la sortie des gougous.
Parlons sport à présent avec le tirage au sort de la CAN 2025. Il continue toujours de faire parler plus d'un. Tenez, dans la cité des Kobourou à Parakou, les citoyens se sont prononcés sur les différents adversaires du Bénin dans le groupe D au terme de ce tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations de football. S'ils trouvent abordable le groupe D pour un bon parcours du Bénin, ils insistent tout de même sur une bonne préparation des Guépards avant le coup d'envoi de la phase finale en décembre prochain. Epifan Senahon, Abdoulaye Moumouni Yakobo. Les Guépards du Bénin vont évoluer dans un groupe D difficile mais à leur portée à la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 face à la République démocratique du Congo, le Botswana et le Sénégal, selon les acteurs du football dans la ville de Parakou. Les Guépards ont leur mot à dire dans ce groupe-là. Le Sénégal, c'est vrai, c'est une grande nation de football. La RD Congo aussi est une grande nation de football. Le Botswana n'est pas à mépriser. Mais le Bénin aussi est une nation de football parce que nous avons un football qui est en reconstruction. On peut compter sur cette équipe-là pour pouvoir écrire une fois de plus l'histoire comme cela a été fait en 2019. C'est un groupe abordable. Nous pouvons faire face à RDC Congo. Après, je pense que c'est le Botswana que nous allons croiser. La CAN passée, on a suivi le jeu du Congo. Et leur meilleure façon de faire, c'est d'aller plus vite devant. C'est de pouvoir mettre un système où nous devons sortir en bloc et revenir en bloc. Comment il faut sortir dans les contre-attaques et pouvoir marquer des buts. Le Bénin dispose des capacités pour franchir la phase de groupe. L'une de nos forces, ce sera tout simplement la discipline collective. Il faut véritablement retrouver ces belles valeurs, le bel état d'esprit qui a symbolisé l'équipe lors de la dernière participation du côté de l'Égypte. Il y a eu également cette solidarité qu'on a commencé par retrouver au sein de l'équipe. Il faut une bonne organisation autour de l'équipe et il faut les accompagnements, les prières naturellement. Accentuer nos efforts sur le travail technique, le travail tactique, le travail physique. En restant costaud en défense, en milieu du terrain, et en faisant preuve de réalisme au niveau de notre attaque. En 11 mois, on peut corriger beaucoup de choses. Il y a un progrès qui est net. Et je pense que si on s'inscrit dans cette dynamique-là, dans la continuité, il n'y a rien à faire. Le Bénin va surprendre. Le coach, nous allons l'inviter à aller à la découverte des joueurs locaux afin qu'à la fin de notre championnat, le coach peut créer cette cohésion en attendant l'arrivée des joueurs de l'étranger. La synergie sportive se crée, il n'y a rien à faire. Nous aurons la chance de tirer notre épingle du jeu. Nous invitons les acteurs et les partenaires à accompagner le Conseil national des sporteurs afin que le 12e homme, comme j'ai l'habitude de le dire, puisse se retrouver au Maroc en quantité et en qualité. Lors des phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations, le palmarès des équipes peut impressionner les adversaires, mais seul le potentiel au coup d'envoi des rencontres fera la différence, surtout avec les Guépards du Bénin en nette progression. Et on s'intéresse à présent, entre autres, à l'actualité en République démocratique du Congo, précisément sur le sort de Goma, où se poursuivent toujours les affrontements. Le récit de la page Inter est signé Heureuse Lanandé. Des forces soutenues par le Rwanda sont sur le point de s'emparer de la ville clé de Goma en RDC. Ceci après des jours de combats meurtriers avec les forces gouvernementales congolaises. Vitres brisées, débris et traces de brûlures, les ambassades du Rwanda et de la France à Kinshasa sont prises pour cible par des manifestants en colère contre l'inaction internationale face à l'escalade du conflit dans l'est du Congo. Pendant ce temps, les affrontements se poursuivent entre les forces de la République démocratique du Congo et les combattants du M23 soutenus par le Rwanda. Près de 300 paramilitaires roumains contractés par Kinshasa en appui à l'armée congolaise sont également transférés au Rwanda sous la surveillance du M23. Jusqu'à présent, près de 100 personnes sont tuées et plus d'1 millier blessés dans le conflit et les évacuations et déplacements de civils continuent. Les autorités de la Confédération des États du Sahel, AES, célèbrent le premier anniversaire de leur retrait de la CEDEAO. Les manifestations se déroulent sur le site historique de Kouroukanfouga à Kangaba, dans le sud du Mali, à la veille du départ officiel du Mali, du Niger et du Burkina Faso de l'espace économique ouest-africain.
Le président de la commission de la CEDEAO, Oumar Aliou Touré, quant à lui, a déclaré que la collaboration en matière de sécurité entre la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et ces 3 pays va se poursuivre. Il est dans notre intérêt collectif de travailler ensemble dans tous les domaines, y compris celui de la sécurité, a-t-il précisé lors d'une conférence de presse à Abuja, au Nigeria. Plus d'1 milliard de personnes en Asie célèbrent le nouvel an lunaire. Ils disent adieu à l'année du dragon et inaugurent l'année du serpent. Partout en Chine, précisément au temple du Lama, à Pékin, des centaines de personnes bravent des températures inférieures à 0 pour prier pour la chance et la prospérité. Des dizaines de personnes manifestent devant la Maison-Blanche. Elles sont contre le gel des aides fédérales et des politiques d'immigration de l'administration Trump. La Maison-Blanche défend la volonté de Donald Trump de geler une partie des dépenses fédérales d'aide comme une mesure très responsable. De nombreux migrants cherchent désormais refuge au Mexique et patientent pendant des jours dans l'espoir d'entamer leur procédure d'asile. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir chez vous.